Jumia Black Friday Dikatina. C'est du 6 au 30 novembre jusqu'à 80% de réduction. Hey, le journal, c'est avec Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Bonsoir Chérif. Bonsoir Binta et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi éliminatoire de la CAN 2022, le Sénégal continue son parcours sans faute. Les Lions ont battu les Bissau-Guinéens 2-0. Les coéquipiers de Sadio Mané enchaînent ainsi 3 victoires dans le groupe I. Fini les vacances, 4 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école demain jeudi. Une rentrée sous le signe de la lutte contre la résurgence du coronavirus. Proviseurs et directeurs d'école s'activent pour une rentrée effective. Nous avons fait le tour de quelques établissements. Reportage à suivre. Drame de Khariala, les mamans des 2 enfants encore sous le choc. Ces enfants écrasés par des poteaux électriques de la Sénélec. La Société nationale avait confié ces poteaux à une société de sous-traitance. Sénélec annonce un soutien aux familles éplorées. Reportage à suivre chez les familles des victimes. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. D'abord le foot, le Sénégal a gagné la Guinée-Bissau 2-0 cet après-midi à Thiès. Une très belle performance puisqu'il s'agit d'un 3e succès en autant de sorties. 3 victoires donc dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2022. Le compte-rendu du match avec Cher Sadibou Diarra. Face à la Guinée-Bissau, le Sénégal réussit la passe de 3 dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2022. Les Lions prennent le match par le bon bout dès l'entame. Portés par le joueur de couloir percutant et offensif une fois n'est pas coutume, il assaille le camp bissau-guinéen. Les protégés d'Aliou Cissé se montrent dangereux mais pêchent dans le dernier geste. Pendant longtemps, la Guinée-Bissau et son attaquant vedette Mama Samba Baldé ont fini par prendre confiance et se créent même une occasion non concrétisée. Ismaël Sarr virevoltant sur le côté droit obtient finalement un penalty. Sadio Mané le transforme à la 42e minute pour donner l'avantage à l'équipe nationale du Sénégal à la mi-temps. Le Sénégal maintient sa domination dans le match qui baisse un peu plus d'intensité en seconde période. Pape Alioune Ndiaye voit sa sortie enroulée, sortie par le portier de la Guinée-Bissau. Tout juste entré en jeu, Opanguet a plus de réussite. Il inscrit le 2e but des Lions à la 74e minute. Pour le reste du temps réglementaire, les 2 équipes se procurent des occasions et manquent d'efficacité. Le Sénégal s'impose 2-0, sa 3e victoire en autant de sorties. Leader du groupe I, avec 9 points, Sadio Mané et compagnie peuvent décrocher leur qualification à la CAN 2022 au Cameroun, en cas de succès ce dimanche à Bissau. Les 3 points au compteur, le sélectionneur national espère désormais une récupération rapide de ses joueurs avant la manche retour prévue dimanche prochain à Bissau. Aliou Cissé est avec la cellule de communication de la FSF. Un match du Sénégal qui sera facile. Il faut arrêter de penser qu'on peut régler les matchs rapidement. Il nous faudra être patient, il nous faudra travailler et les victoires, ça se prépare. Et c'est ce qu'on a fait, on l'a préparé du début jusqu'à la fin. Ça a été compliqué en première période, comme je l'ai dit, mais je crois que la finalité, c'est que le Sénégal a gagné 3 points, a emporté les 3 points et aujourd'hui, on est à 9 points. Les garçons ont perdu beaucoup de sueur, ils se sont vraiment beaucoup dépensés. J'attends du corps médical aujourd'hui de pouvoir régénérer ces garçons-là pour qu'ils puissent enfin être prêts pour le match retour. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette victoire des Lions face à la Guinée-Bissau, 2-0. Et un autre sélectionneur va retrouver le rectangle vert. Amara Traoré va remettre ses habits d'entraîneur. L'actuel président de la Linguère de Saint-Louis est engagé pour une saison renouvelable avec AS Kaloum. C'est un club de la Guinée-Conakry. Amara Traoré retrouve donc le club guinéen après un premier passage en 2013.
Tout autre chose à présent, les emplois du temps sont disponibles. L'heure est au dernier réglage avant la rentrée des classes. 4 millions d'élèves vont reprendre le chemin de l'école demain, jeudi. Directeurs d'école et proviseurs de collège s'activent, vous allez le voir, pour une rentrée effective dès demain. Voyons tout cela avec Aminata Maresso et Gervais Yao. Dans le bureau du principal, le balai des parents d'élèves. La plupart des élèves orientés en classe de 6e. Fatmata Sissé Thiam, principal du collège Abbé Arsène Fridoual, ex-Kléber, a déjà sur ses fiches une centaine d'inscrits. Là, on est en train vraiment de recevoir les nouvelles affectations en 6e. Les élèves qui ont quitté donc le CM2 et qui ont été affectés ici pour la classe de 6e. Ça sent déjà l'ambiance de la rentrée dans ce collège. Ici, les parents d'élèves n'ont pas attendu le jour J pour payer les frais d'inscription. Nous le faisons à chaque fois la veille. Parce que les parents, des fois, on ne peut pas toujours avoir de l'argent dans l'immédiat. Donc ça continue. Hier, aujourd'hui, jusqu'à la semaine, malgré notre système, c'est Ubitay Djangatay. Il y a des parents qui ne peuvent pas venir participer à Ubitay Djangatay. Donc nous les donnons encore un délai d'une semaine. Au fur et à mesure qu'on fait des inscriptions, d'ici la fin du mois, on inscrit, les enfants vont rentrer en classe. Les emplois du temps déjà disponibles, les enseignements pourront bien démarrer, tel que l'indique ce professeur de mathématiques. On va un peu commencer par compléter un peu le programme de 4e, et puis pour les 3e, et puis pour les autres classes aussi, on verra un peu, parce qu'il y a des classes où il y a une certaine complémentarité. Par exemple, quand vous prenez la 6e et la 5e, il y a des notions qu'on voit en 6e et en 5e qu'on peut plus ou moins rattraper. Cette année-ci, par exemple, avec 9, on passe en classe supérieure. L'année passée, c'était avec 9,50. Et puis, les élèves qui ont entre 8 et 9 donc, doivent subir des tests de passage. S'ils réussissent, donc, ils vont passer en classe supérieure. Voilà. Les inscriptions se poursuivent, surveillant comme principal tous s'y mettent. Toute une coordination pour démarrer les enseignements à temps et essayer de rattraper le quantum horaire perdu au cours de l'année passée. Et je vous le disais en titre, cette rentrée sera sous le signe de la lutte contre la résurgence du coronavirus. À l'inspection d'éducation et de formation de Dakar Plateau, les dispositions sont prises pour un démarrage des cours demain. Les 43 000 élèves que compte l'IEF seront donc soumis au nouveau protocole sanitaire. Quand on reprend, l'accent sera mis sur la révision. Donc on va davantage réviser ce qui a été fait l'année dernière, ce qui a été déjà fait. On va aussi revenir sur ce qui n'a pas été fait, mais aussi bien les enseignants que les inspecteurs, nous allons mettre en place un dispositif pédagogique qui nous permettra de compenser le gap. Vous savez, c'est pas la première fois qu'un enseignant hérite d'une classe qui a des difficultés. Il arrive assez souvent dans le système qu'on a hérité d'une classe qui a des difficultés, on a hérité des élèves qui ont des difficultés. Ce n'est pas tous les élèves qui sont bons, ce n'est pas tout le temps toutes les classes qui sont bonnes. Mais à chaque fois qu'on a un dysfonctionnement quelque part, on met en place un dispositif pédagogique approprié qui permet de résorber le gap. Et cette année aussi, ce sera dans cette logique-là. Mais maintenant, cette logique aussi d'accompagnement en classe sera accompagnée d'un dispositif apprendre à la maison, avec beaucoup d'exercices qu'on va donner aux enfants à faire à la maison pour pouvoir compenser le gap. Et tous les élèves de l'élémentaire au moyen secondaire devront porter le masque demain, jour de la rentrée. Une mesure qui ne concerne pas en revanche les élèves du préscolaire, mais la vigilance des parents doit être de mise selon le docteur Aliouda, chef de la division du contrôle médical scolaire. Il est interrogé par Mohamed Samb et Younous Diatta. En rapport avec les autorités sanitaires, ont élaboré un protocole sanitaire qui va permettre une reprise sécurisée des enfants. Tous les enfants de l'élémentaire, du CI au CM2 vont porter le masque. Donc c'est important que les parents puissent être informés. Les enfants et les élèves également du collège et des lycées vont également porter le masque, de même que les enseignants. Maintenant, pour ce qui est de notre cycle, le préscolaire, parce qu'il n'avait pas repris, et là, les enfants du préscolaire ne vont pas porter de masque. Et nous souhaitons bonne rentrée à tous. Venons-en à cette actualité beaucoup plus sombre. Nous en parlions hier. 2 enfants morts écrasés au quartier Hariala par un poteau électrique non loin du terrain de foot de Djibo.
La Sénélec se prononce suite donc à ce drame. Il s'agit de travaux que la Société nationale d'électricité avait confiés à une société sous-traitance. Toutefois, la Sénélec annonce un soutien aux familles éplorées et l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Suivant Abdou Aziz Fall, conseiller spécial du directeur général de la Sénélec. Dans le cas d'espèce, ce qu'il faut retenir, c'est que Sénélec, à l'heure actuelle, est dans un processus d'optimisation de son réseau. Il y a un travail important qui est engagé sur toute la région de Dakar. Et l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de service. Et dans ce processus, nous travaillons en collaboration avec des prestataires. Et c'est justement un de ces prestataires-là qui a été impliqué dans la chose. Maintenant, il nous reste à faire la lumière. En attendant, c'est montrer notre soutien, notre empathie, notre sympathie à la famille éplorée. Et nous allons les soutenir dans tout ce processus qui est extrêmement douloureux. Il y a des individus qui ont été touchés dans leur chair parce qu'ils ont perdu des enfants. C'est normal que ça fasse très mal. C'est également normal qu'ils veuillent trouver des réponses à toutes les questions légitimes qu'elles se posent, ces populations-là. C'est à nous maintenant, dans un travail d'enquête et de recherche approfondie, de mettre la lumière sur les dysfonctionnements qui ont eu lieu afin de prendre des mesures qui nous permettraient de ne plus jamais être confrontés à ces situations-là. Et au lendemain du drame, comme vous pouvez l'imaginer, les mamans des 2 enfants décédés sont atterrées. Nos équipes les ont rencontrées à la maison mortuaire. Fat Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy. Ce sont des mères inconsolables que nous avons trouvées sous cette tente. Toutes les 2 ont perdu leur enfant hier à Hariala, écrasé par ses poteaux en ciment. J'étais partie au marché au moment des faits. C'est vers les coups de 9 h que son père lui a remis 1000 francs pour qu'il aille à la boutique. Mais malheureusement, il s'est rendu au terrain de football. C'est quelques instants que des enfants sont venus à la maison nous annoncer la mauvaise nouvelle comme quoi notre fils avait perdu la vie. Je me suis rendue à l'hôpital, mais jusque-là, nous n'avons pas encore récupéré le corps. L'enfant a pris d'abord son bain le matin, puis son petit déjeuner. Ensuite, il est parti avec ses camarades jouer au terrain de football. Ses parents n'étaient même pas au courant. Quand l'incident s'est produit, nous sommes allés sur les lieux et nous avons constaté que les enfants étaient morts sur le coup. Si elle dit s'en remettre à la volonté divine, la douleur les ronge. C'est difficile et c'est dur pour une mère de famille, mais je m'en remets à la volonté divine. C'est dur, mais personne n'y peut rien. Actuellement, les dépouilles des enfants sont encore à l'hôpital, donc pas encore inhumés. Mais le 3e garçon est rentré à la maison. Jusqu'à présent, on ne nous a pas remis les corps des enfants. Son père est en train de régler les papiers pour l'inhumation. Toutefois, les poteaux à l'origine du drame sont sur place et malheureusement, les enfants continuent encore d'y jouer. Merci Fat Bintou. Comment faire un deuil sans le corps du disparu? C'est le dilemme de plusieurs familles au Sénégal. Vous le savez, des centaines de jeunes Sénégalais sont morts en tentant de rejoindre l'Europe par voie maritime. Depuis quelques jours, les découvertes de corps s'enchaînent. Ça a été encore le cas hier à Soumbédioune. Un homme a été enterré dans l'anonymat le plus total. Dans ce contexte, l'angoisse des familles restées sans nouvelles de leurs proches est immense. Illustration dans ce reportage à Saint-Louis, Ousseynou Diop, Habib Seck. Qui piquinent et ont perdu des proches. Après plusieurs jours d'attente suite au chavirement de la pirogue dans laquelle avaient embarqué leur fils ou époux, ils ont finalement décidé d'observer le deuil, une décision douloureuse prise à l'unanimité par les membres de la famille. J'ai plus d'espoir, je remets tout entre les mains de Dieu. Je pense qu'il faut être réaliste. Le pirogue avait fait une explosion et je pense qu'on ne peut plus retrouver de survivants. Donc, on a observé le deuil et c'était difficile pour tout le monde. Au Sénégal, des centaines de familles vivent la même situation avec l'immigration clandestine qui a plongé aujourd'hui plusieurs centaines de familles dans la tristesse. Certaines sont obligées d'organiser des cérémonies funéraires sans retrouver le corps de leurs enfants. On a fait le deuil et depuis lors, je ne peux plus dormir. Je ne peux pas l'expliquer,
Mais depuis lors, je ressens quelque chose ici, au niveau de la poitrine. Je ne peux plus dormir à cause de la mort tragique de mon fils. Mon mari était tout pour moi. C'est pourquoi je ne peux pas l'oublier. Je traverse des moments difficiles, des nuits interminables. Mais bon, à la fin, je remercie Dieu. Mais je ne peux pas rester une seule minute sans penser à mon mari Moussa Diop. Le rêve de ces familles est brisé, une amertume éternelle pour Vieux Sow. Je pense chaque jour à mon fils parce qu'il était tout pour moi. Organiser la cérémonie funéraire d'un proche est triste pour de nombreuses personnes. La famille Sow en sait quelque chose puisque depuis la disparition de 2 de ses fils, leur maman a perdu le sommeil. Ces familles auront besoin d'un suivi psychologique pour passer cette étape douloureuse. C'est l'avis de la psychologue Barbara Poten que vous avez interrogée. Le deuil, ça prend des semaines, des mois. Et c'est seulement si ça prend des années que là on voit que si la personne ne s'en remet pas, c'est là qu'on peut envisager que cette personne soit accompagnée par exemple par un psychologue ou par un médecin. Et sinon, quand une personne vit un moment de deuil, ce qu'on peut faire pour l'aider, c'est, donc comme je disais, lui laisser beaucoup de temps, lui permettre d'exprimer sa tristesse, l'écouter, lui permettre de parler de la personne qui est décédée, ne pas essayer de lui dire d'oublier, de passer à autre chose trop vite, parce que si ça ne sort pas, si on ne permet pas à la personne de dire tout ça, ça va durer plus longtemps en fait, le moment de deuil, et donc ça va créer des problèmes dans la vie. Par exemple, la personne peut avoir une perte de sommeil, donc elle va plus dormir, elle va moins manger, elle va plus être elle-même. Même si on ne pourra pas retirer sa tristesse, mais montrer qu'on est là, et aussi essayer de l'aider, de la soutenir dans tout ce qu'elle fait, même dans des tâches quotidiennes. Et comme Saint-Louis, une autre ville côtière, Mbour, a perdu beaucoup de ses fils dans le phénomène de l'émigration clandestine. Le président du conseil départemental tire la sonnette d'alarme. Saliou Samb, qui doit rencontrer ce jeudi la ministre de la Jeunesse et la DER, s'attend à des mesures concrètes. Il est interrogé par Chérif Dia. Ce jeudi, le conseil départemental va présider un atelier avec la DER pour essayer de réaliser les institutions de son excellence le président Macky Sall, qui a demandé qu'on accélère le financement des jeunes. La CIRN a pour mission, venant de son excellence le président Macky Sall, de remplacer les embarcations en bois par des embarcations en fibre de verre. C'est pour la sécurité, pour l'environnement, pour la géolocalisation, parce que c'est des embarcations qui auront une géolocalisation embarquée, qui permettra de mieux sécuriser nos pêcheurs et nos mers. Le Sénégal va bientôt produire du pétrole. Nous avons des plateformes pétrolières au niveau de nos côtes, de notre zone. La CIRN, avec ses partenaires, sont en train de mettre sur place des usines qui vont fabriquer des bateaux rapides de surveillance pour la marine nationale, pour la gendarmerie, pour la douane, donc pour la surveillance des côtes. L'immigration, non, c'est sûr, parce que si on renforce la présence de notre armée dans la mer, c'est sûr qu'il y aura moins d'immigration clandestine. Officiellement, 480 morts et pas de deuil national décrété par le Sénégal. Sur la toile, en revanche, des internautes ont lancé l'initiative. Le vendredi 13 est proposé comme un jour de deuil national pour la mémoire de tous ces jeunes disparus en mer. L'idée, vous allez le voir, fait son petit bonhomme de chemin sur les réseaux sociaux. Nos équipes ont rencontré l'initiateur Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Le Sénégal en deuil, un hommage aux victimes de l'immigration clandestine. Bardema et ses amis s'engagent à leur manière sur les réseaux sociaux. Depuis longtemps, on attendait des actions venant de l'État, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de réaction. Donc on a préféré, nous les internautes, nous les tutos, nous les jeunes Sénégalais, de leur rendre hommage à notre manière. Une équipe de 7 personnes derrière un peuple uni
pour un seul objectif. On est une équipe dont des infographes, des influenceurs, des journalistes, etc. Donc, mais sinon, j'ai vraiment le soutien de tout le Sénégal actuellement. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, tout le monde partage les affiches et tout. Vendredi noir, tout un programme a déroulé le 13 novembre. De 8h à minuit, on changera nos PP, couvertures, donc on vous enverra de toute façon dans cette semaine une photo commune et tout. Donc après de 20h à 20h10, on observera une minute de silence numérique. C'est-à-dire à partir de 20h jusqu'à 20h10, on ne publiera rien à part le message qu'on vous enverra après, Inch'Allah. Donc c'est ça en gros le programme. Ces jeunes disent ne rien attendre de l'État. Ils poursuivent la sensibilisation sur toutes les plateformes numériques. Merci Maïmouna. Des artistes de Doumgalao, c'est dans le département de Podor, s'engagent contre l'immigration clandestine. Des acteurs culturels et des artistes veulent s'appuyer sur le rap poulard pour combattre ce phénomène. Un festival de plus de 70 groupes de rap pour soutenir les jeunes artistes et sensibiliser sur les méfaits de l'immigration clandestine. Une rencontre a eu lieu dans ce sens au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, compte rendu Ibou Diouf et Pape Sangonembay. Le hip-hop version poulard pour combattre un phénomène, s'appuyer sur la musique pour décourager d'éventuels candidats à l'immigration clandestine. La commune de Doumgalao organise son festival dans ce sens. Un festival qui s'appelle Kodo, cela veut dire c'est ici, en Wolof, file. Donc file, c'est empêcher les jeunes de prendre des pirogues pour aller en Espagne ou en France ou en Belgique. Comme moi aussi je suis un de la diaspora, je me suis dit que cette année, la première édition de la commune de Doumgalao va être basée sur l'immigration clandestine, pour les jeunes prennent des pirogues pour aller en Espagne ou en France. Donc cette année, il y aura 60 à 70 rappeurs de la commune de Doumgalao. Ça, c'est la première édition. L'année prochaine, c'est peut-être un peu plus grand, on va prendre le départemental. Le rap poulard pour sensibiliser les jeunes, une manière aussi de donner plus de chances aux futurs talents. Cette année, c'est ça qu'on veut faire dans ma commune, parce qu'on a laissé les jeunes en rade. Dans ma commune, cette fois-ci, je me suis dit, au moins, il faut les faire, il faut les aider, il faut les faire venir. C'est seulement les rappeurs aussi que les jeunes écoutent. Je vais essayer de donner le message, je vais essayer d'expliquer. Parce que je peux aussi expliquer, parce que j'ai vécu l'immigration. Donc je sais les deux côtés. Je peux le dire ce qui se passe en Europe et ce qui se passe ici au Sénégal. Il ne faut pas se voiler la face. L'Europe n'est pas l'Eldorado. L'Europe n'est pas la ruée vers l'or. Mais aujourd'hui, nous, artistes, nous avons un rôle à jouer dans ce phénomène-là, qui commence quand même à prendre de l'ampleur ici en Afrique et surtout au Sénégal. Doumgalao, dans le département de Podor, mobilise ces jeunes pour faire revivre la localité à travers la musique. Un festival qui va accueillir plus de 70 groupes de rap. Une bonne tribune également pour reparler des conséquences de l'immigration clandestine. Merci Ibou. Alors maintenant, dans le sud, les 4 jeunes arrêtés et placés en détention préventive pendant 4 mois, souvenez-vous, dans le cadre des litiges fonciers à Niaguis, sont désormais libres. Ils ont bénéficié d'une liberté provisoire. Les responsables de la Commission nationale de dialogue des territoires ont fait face à la presse pour annoncer cette nouvelle. Suivons là-dessus Xavier Diatta avec notre équipe à Ziguinchor. D'abord, pour vous annoncer une étape heureuse dans le processus de pacification du conflit existant entre les populations de la commune de Niaguis et les autorités. Alors, aujourd'hui, nous traversons une étape heureuse avec la libération de Benoît Diatta, de Henri Ndiki, de Abdou Djemé et de Idrissa Sané. Ils ont recouvré la liberté tout à l'heure parce que déjà, il y avait un processus qui a été enclenché par la CNDT, le volet social qui consistait, comme vous voyez, les gens qui étaient en prison, qu'on les fasse sortir pour vraiment tempérer les ardeurs. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous avons pris son cas en truc, hein. Vous en faites pas, c'est un cas qui est prévu, on le surveille. Aujourd'hui, de toute façon, cet enseignant n'a pas été condamné.
c'est que lorsque l'enseignant est condamné, là l'enseignant n'est pas condamné. L'enseignant, l'instruction continue. Donc aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc aujourd'hui, il n'y a rien sur son casier judiciaire, il n'y a pas de souci. Le taux de maltraitance des femmes serait très élevé à Diourbel. Un chiffre de 80% est avancé par le responsable régional du programme Voix et Leadership des femmes Zone Centre. Maguette Niane s'exprime en marge d'un atelier de sensibilisation sur la loi criminalisant le viol. J'y arrive. Nous l'écoutons avec notre équipe à Diourbel. Réunis ici aujourd'hui, qui a pu financer cette initiative qui permet de financer des initiatives, événements de courte durée, parfois imprévisibles, mais aussi qui permet aux organisations de pouvoir répondre à des opportunités qui peuvent être porteurs de changement pour l'amélioration des droits des femmes et des filles. Et aujourd'hui, l'organisation GFDD, le Groupement des femmes pour le développement de Diourbel, a bénéficié de ce financement rapide et réactif pour mettre en œuvre un projet de vulgarisation de la loi 2020, numéro 2020-05, criminalisant le viol et la pédophilie, dans la région de Diourbel. Et ce projet trouve sa pertinence dans la mesure où dans cette région, selon le SNEC 2, la SNEC autant pour moi, les violences faites aux femmes et aux filles, la région de Diourbel a battu le record. C'est une région où 80% des femmes et des filles sont victimes de violences. Donc ce projet est très pertinent dans cette zone parce que malheureusement Diourbel est en tête en matière de violences faites aux femmes et aux filles. Et pour cette raison, nous avons accompagné l'organisation. Dans l'actualité internationale, des procédures judiciaires contre des personnalités de l'opposition et de la société civile guinéenne, de nouveaux rebondissements dans le dossier de soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en France en 2007, et puis le secrétaire général de l'ANC sous le coup d'un mandat d'arrêt, AS Magueshoul, soupçonné par la justice d'actes de corruption dans un contrat public de 15 millions de dollars. Daniel Diouf. Conakry, le procureur de la République a annoncé mardi soir dans un message lu à la télévision nationale des procédures en cours. Elles visent plusieurs personnalités de l'opposition et de la société civile, selon nos confrères de RFI.fr. Des procédures qui font suite aux violences qui ont suivi la présidentielle du 18 octobre dernier. Une vingtaine de morts, dont des membres des forces de l'ordre, selon le gouvernement. 48 civils tués lors de ces violences, selon l'opposition. Une information judiciaire pour détention et usage d'armes légères et de guerre a donné lieu à des perquisitions. 78 personnes ont été présentées au juge et des armes ont été saisies, selon le procureur de la République. Ziad Takieddine, l'un des principaux témoins à charge contre Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, a retiré mercredi ses accusations contre l'ancien chef de l'État français. En novembre 2016, il avait affirmé avoir remis entre fin 2006 et début 2007 5 millions d'euros à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet Claude Guéant. L'ancien président français déclare avoir demandé à son avocat d'engager une procédure pour dénonciation calomnieuse contre Ziad Takieddine. Pour rappel, Nicolas Sarkozy était mis en examen dans ce dossier depuis mars 2018 pour recel de détournement de fonds publics, corruption passive et financement illégal de campagnes électorales et associations de malfaiteurs. Merci Daniel. Et puis ce message d'apaisement en Côte d'Ivoire suite à la présidentielle, le président Alassane Ouattara qui a posté ce message. Ce mercredi, j'ai eu un entretien fraternel avec le président Henri Konan Bédié pour rétablir la confiance et œuvrer à la préservation de la paix dans notre pays. Nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer le dialogue. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Binta. Vous recevez ce soir